Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler Paris-Nice, comme depuis le début de la semaine un petit peu. Présentation de cette troisième étape de Paris-Nice, étape qui est sur le papier facile, mais qui ne le sera pas. On est sur Paris-Nice. Même une étape de plat est difficile, vous savez, hein, les coups de bordure sont quand même légion dans cette course. Et on va partir sur cette étape-là de Chalette-sur-Loing, la ville d'arrivée d'hier, enfin de la veille, parce que d'hier, c'est pas encore le cas si vous regardez cette vidéo peut-être, pour aller vers La Châtre, 212 km 500. Et on va parler d'une région que je connais assez bien, donc là je vais pouvoir être assez doué du côté de la course. On va passer par le Loiret, le Cher, donc que je connais très bien, et puis l'Indre. C'est toute une région où je vais vous détailler un petit peu ce parcours qui sur le papier a l'air d'être pas vraiment difficile. On commence à kilomètre 20 avec Châtillon, où on aura un sprint à Châtillon-Coligny. On aura un sprint. On rentre assez vite dans le Cher par Bonny-sur-Loire et ensuite on bifurque à Belleville par des routes qui sont plutôt bien protégées. Donc il n'y aura certainement pas vraiment de coups de bordure vers Sury-Esbois. Ensuite on passe par la côte de la Chaplotte. 2 km 8 à 4,6. En fait, à partir de Sury-Esbois, c'est assez vallonné. On est sur le pays fort, pour ceux qui connaissent, donc c'est plutôt vallonné. Donc on a la côte de la Chaplotte à Cher. C'est pas très difficile, mais voilà, c'est un peu vallonné. Il y a quelques petites bosses. C'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ensuite, on quitte un petit peu toute cette zone-là pour rejoindre Saint-Éloi-de-Gy, Marmagne, Saint-Florent-sur-Cher. Donc là, après, c'est vraiment tout plat et c'est à partir de là où ça va devenir très très intéressant pour entrer dans l'Indre. Assez vite, on aura un sprint intermédiaire à 20 km de l'arrivée à Saint-Août. Et puis on arrivera du côté de La Châtre après 212 km de course. Bon, là sur le papier ça a l'air d'être facile, sauf qu'il va falloir s'attendre à des coups de bordure parce qu'on aura du vent et beaucoup de pluie normalement prévu par Météo France, et le vent, eh bien, il est très bien situé. Donc comme hier, je vous remets la carte de la course, vous le voyez. Donc on part de Chalette-sur-Loing. Sur la première partie de course, c'est dégagé, mais il y a beaucoup de kilomètres à faire. Vous savez, c'est compliqué. On passe à côté de Saint-Fargeau, qui était ville étape, ville d'arrivée d'un Tour de France. Donc comme je vous le disais, voilà, on va passer au-dessus de la 77, on passe au Tour de Belleville-sur-Loire. À partir de là, ça se complique un petit peu. Vous avez la côte de la Chaplotte, mais on passe dans les contreforts du Sancerrois. Donc très clairement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis, mais jusqu'à Fussy, on va dire, c'est pas facile de tenter un coup de bordure. Parce que vous avez, même si on peut commencer déjà à rouler fort, hein, parce qu'on a vu sur l'étape, la première étape, ça roulait fort à 100 bornes de l'arrivée. Vous pouvez tenter un petit peu, mais il y a quelques champs, mais à chaque fois vous avez des haies, donc des petits coins avec des arbres, tout simplement, pour ceux qui ne connaisseraient pas ce que c'est une haie. Donc il y a toujours des petits passages où vous pouvez vous protéger et re-rentrer assez facilement. Donc dans tout ce coin-là, ça me semble compliqué de tenter un coup de bordure, surtout que le vent va venir, enfin là je vous l'indique sur les cartes, hein, parce que sinon ça va être compliqué, mais va venir de l'ouest. Donc il vient du côté où il y a le plus d'arbres, hein, il vient du côté Sologne. Mais à partir de Fussy, Mehun-sur-Yère, on rentre au Tour de Bourges, et là on est sur des routes qui sont très très larges et totalement dégagées, quasiment jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que les 65-70 derniers kilomètres sont totalement dégagés. Il faut savoir que la route qu'on va même emprunter là, parce qu'on va prendre une énorme route en fait quasiment pour sortir de Bourges et pour aller vers La Châtre, c'est une route où il y a énormément d'éoliennes. C'est l'un des coins où il y a le plus de vent. C'est vraiment totalement dégagé et normalement les coureurs devraient sortir facilement un coup de bordure, surtout que le vent sera quasiment idéal, j'ai envie de dire un vent de 3/4 face. Alors certes vous pouvez vous protéger un peu, mais si ça souffle très fort vous pouvez rien faire. Voilà. Et puis il va être légèrement de face, quoi. C'est vraiment quasiment un vent de côté et jusqu'à l'arrivée normalement ça devrait bordurer et nous proposer une étape assez intéressante. On va parler des favoris. Donc le scénario de course, vous l'avez compris, hein, normalement une échappée en début de journée. Je pense qu'elle sera encore en tête au niveau de la côte de la Chaplotte. Mais à partir de 100 km de l'arrivée, je pense que ça va commencer à rouler très 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 fort, surtout autour de Bourges. Et là, normalement, à 70 bornes de l'arrivée, elle sera reprise. Cette échappée, donc à partir de Bourges,
comme vous le voyez sur la carte. Des coups de bordure, et comme c'est des coups de bordure qui seront loin de l'arrivée, je pense qu'on peut facilement reprendre 2 minutes, 3 minutes. Déjà qu'il y a plus grand monde qui peut jouer le général, si vous reprenez 3 minutes, ça peut être vraiment très complexe pour certains pour gagner le général. Et là, c'est vraiment idéal. Il faut qu'il y ait des équipes qui s'entendent un petit peu. Et par exemple, un Romain Bardet pourrait, sur cette étape-là, avec un Oliver Naesen, s'il est très bien placé, reprendre 2 minutes facilement à un Nibali qui se fera avoir, ou à un Thibaut Pinot, ou à un Rudy Mollard. On peut déjà avoir une course quasiment finie. Si vous avez Nibali qui colle, qui a 2 minutes 30 sur tout le monde, voire 5 minutes sur certains coureurs, la course est déjà finie, quasiment. Parce que Monde aura le contre-la-montre, mais il fait que 15 km. Donc, grosso modo, vous perdez 1 minute 20, 1 minute 30, mais au-dessus, après, ça commence à être beaucoup. Après, les étapes d'après, à part une chute, grosso modo, et vraiment avoir un coup de fringale du côté de la Colmiane, ça sera pas possible, très clairement, de perdre le tour, de perdre Paris-Nice. Pardon. Donc, on peut déjà tenter énormément de choses. Par contre, pour le coup de bordure, je pense qu'il serait intéressant, c'est de s'allier avec d'autres équipes. Parce qu'une équipe seule, c'est par exemple être un groupe de 16, d'une vingtaine de coureurs, ça sera difficile de faire 70 bornes à fond. Par contre, c'est faisable, hein, mais il faut être très costaud. Par contre, un groupe d'une quarantaine de coureurs, là, ça peut être faisable. Alors, du côté des favoris, pour cette étape, pour finir en moins de 20 minutes, eh bien, moi, je mets Sam Bennett, le coureur de la Deceuninck Quick-Step, parce qu'il est de la Deceuninck Quick-Step. Donc, même si c'est pas le meilleur en termes de placement, il est dans l'équipe qui sait le mieux faire ce genre de tentative de coup de bordure. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, surtout qu'il est quand même un peu plus performant dans ce domaine-là qu'un Caleb Ewan, par exemple, du côté de la Lotto, que je ne mets pas parmi mes favoris. Je mets Peter Sagan, même s'il a peu couru depuis le début de saison, même si pour l'instant il n'est pas en très grande forme. C'est Peter Sagan, il sait toujours très bien se placer dans un peloton, donc normalement ça devrait être performant. Et puis la grosse cote, pour moi, c'est Dan McLay, le coureur du côté de Arkea Samsic, parce que, enfin, j'ai mis Dan McLay, mais je pensais plutôt à Connor Swift, mais c'est vrai que les deux savent le faire. Que ça soit Dan McLay et Connor Swift, ils savent très bien se placer, et dans un sprint en peloton réduit avec pourquoi pas un petit peu de vent de face à l'arrivée, on ne sait pas, sur la dernière ligne droite, eh bien c'est des coureurs qui sont très puissants et qui peuvent s'imposer face à un Peter Sagan pas en très grande forme, ou à un Sam Bennett qui aurait consommé pas mal d'énergie dans le coup de bordure. Et puis je pense également à Marc Sarrault, parce qu'on parle beaucoup de Julien Alaphilippe qui est berrichon, mais il faut savoir que Marc Sarrault est né à Vierzon, et donc il connaît forcément les routes du final. Ça doit être ses routes d'entraînement un petit peu, donc il doit savoir comment se placer, et ça sera un avantage pour un Thibaut Pinot et un Rudy Mollard d'avoir un local dans l'étape. Mais voilà, ça c'est aussi une grosse cote, Marc Sarrault pour l'arrivée du côté de la Châtre. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape 2. On fera également le débrief de cette étape 3 et la présentation de l'étape 4 également sur ce Paris-Nice. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez qu'à la côte de la Chaplotte, il y aura déjà un petit groupe qui se sera échappé. Et puis donc on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!